Bonjour à tous. Bonjour le TEDx. Vous allez bien? C'est très bien, bonjour. Voilà. Mon intervention va prendre plusieurs aspects, mais un des aspects particuliers, c'est de vous montrer que, en termes de numérique et d'éducation, on peut avoir une vision qui peut être très petite ou géolocalisée sur des choses très proches, comme pourrait l'être votre pays. Ce que je vais essayer de développer dans les quelques minutes qui viennent, c'est qu'il y a plusieurs regards à avoir sur le numérique éducatif. Et nos pairs, par ailleurs, ont encore une autre vision. Marche pas. On va la mettre là. Voilà. Il y a trois types de visions différentes. D'abord, il y a la vision institutionnelle. Et dans la vision institutionnelle, l'apport du numérique nous amène à une certaine fossilisation des pratiques. Cette fossilisation, on en a parlé ce matin, elle a lieu sur des choses qui sont l'espace et le temps. Samuel a parlé tout à l'heure de l'espace, il a parlé des tiers-lieux, de l'ouverture de l'école. Sur le temps, il y a eu une question sur le temps tout à l'heure, sur le temps donné pour apprendre, mais aussi sur le temps d'apprentissage. Mais sur deux autres choses qui sont, les modèles pédagogiques. Nous utilisons encore des cursus, des méthodes qui sont datées d'il y a une vingtaine, une trentaine d'années pour certaines. Que ce soit chez vous, que ce soit chez nous, c'est la même chose. Mais aussi une certaine formalisation du curriculum. Alors, qui est enseignant dans la classe, dans la salle, pardon? Voilà. Ah, une grande majorité. Ne vous êtes-vous jamais trouvé, à 2 semaines de la fin de l'année, à regarder la matière que vous aviez vue, la matière que vous deviez encore voir, et vous dire « Mince, il me faudrait 3 mois de mai et 2 mois de juin pour finir. » Voilà. Bien. Cette fossilisation-là, le numérique ne parvient pas à la gommer. Et institutionnellement parlant, on n'a pas encore pris vraiment le taureau par les cornes, on va dire, on n'a pas encore réellement réfléchi à comment en sortir. Bien entendu, on parle de MOOC, bien entendu, on parle de classe à Versailles, bien entendu, on parle de tiers-lieux, on parle de hors temps scolaire, tout ça, ça fait un beau magma, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore pu l'intégrer de manière complète dans un enseignement. Après, il y a le regard de l'enseignant. Et l'enseignant, lui, il se trouve face à une nouvelle technologie, un petit peu en désarroi par rapport à certaines choses. Ben oui, nous ne sommes plus les dispenseurs de savoir, nous ne sommes plus ceux qui savent, nous ne sommes plus ceux vers qui l'on vient quand on se pose une question. On se tourne vers Internet. Google est ton ami, c'est vers Internet que l'on va. Parmi ces enseignants, il y en a certains qui ont une phobie monstrueuse du numérique. Et d'autres qui sont, par ailleurs, des leaders. Et entre les leaders et les phobiques, on a toute une série d'outsiders. Actuellement, dans cette salle, j'imagine qu'on a beaucoup de leaders. Vous êtes là, vous êtes intéressés, mais combien parmi vos collègues vous rejoignent sur les réflexions que vous avez, vous rejoignent sur le dynamisme, sur la manière de faire vos cours? Ce sont eux que le cadre institutionnel doit maintenant convaincre. Ce sont eux, toute la partie orange du crayon, toute la mine à tailler, qui sont ceux qu'il va falloir à un moment donné endorser. Enfin, toujours dans cet aspect, il y a le sentiment de l'élève. L'élève, lui, il s'embête à l'école actuellement. Il regarde par la fenêtre. Il attend que ça se passe. Pire, il vous filme avec son GSM. Enfin, son smartphone, on dit GSM, avec son smartphone. Pire encore, il fait des likes sur Facebook, sur des informations qui disent que, tiens, aujourd'hui, il a une chemise bleue. Tiens, aujourd'hui, à la cantine, il y avait de la soupe. Elle n'était pas bonne. Voilà, bon. Donc, ils attendent. Ils attendent des choses que nous ne pouvons actuellement pas vraiment leur donner. On ne peut pas leur donner parce qu'on est encore dans un cadre très transmissif. On essaye. Alors moi, je travaille beaucoup avec l'enseignement primaire et secondaire, donc les enfants entre 6 et 18 ans. Et là, il faut vraiment le dire, entre 12 et 18 ans, ils sont parqués dans des écoles où ils attendent que ça se passe. Au mieux, ils y trouvent des choses intéressantes à y apprendre. Au pire, ils quittent l'enseignement très tôt
pour ne plus jamais y retourner. C'est donc toute notre relation face à l'enseignement qu'il faut revoir et que le numérique nous permet de fluidifier. Alors, bien entendu, il y a plusieurs citations qui vont apparaître ici. Alors certaines vont peut-être être des questions de quiz tout à l'heure pour avoir des petites choses, donc regardez-les. Bien entendu, les pédagogies actives, on en a parlé, Jean-François en a parlé ce matin, Samuel en a encore rappelé, les pédagogies collaboratives sont celles qui ont le plus fort taux de représentation pour les étudiants, le plus fort taux d'engagement pour eux. C'est donc vers là qu'il faut essayer d'aller le plus possible. Alors, une fois ces constats posés, que cherchons-nous, nous, à faire? Nous aimerions intégrer des technologies, nous aimerions que les étudiants apprennent, nous aimerions que ça se passe sans problème, et nous aimerions qu'au final, nous soyons eux et nous heureux, et eux heureux. Dans un cadre qui ne soit pas trop chronophage, on a posé la question tout à l'heure, je pense qu'on y est. Mais que faire réellement? Est-ce que nous devons faire des actions qui sont des actions techniques, ou est-ce que nous devons faire des actions qui sont plutôt des actions pédagogiques? Et encore autant, dans ces actions pédagogiques, devons-nous reproduire ce que nous faisions à l'époque, c'est-à-dire utiliser du transmissif, utiliser des outils qui sont des outils de base, ou devons-nous amener nos élèves à réfléchir à ce qu'est l'apprentissage, à réfléchir à ce que nous voulons leur faire apprendre, c'est-à-dire les 3 dernières de ma colonne, c'est être des acteurs de changement, faire des citoyens numériques. On en a parlé tout à l'heure et je pense qu'on y reviendra encore. Cet aspect du numérique, ce changement de pédagogie, nous permet de le faire de manière très rapide et très facile. Mais il ne faut pas se tromper d'outils, il ne faut pas se tromper de moyens. Il y a un modèle qui existe et qui est très très intéressant à voir. Alors vous l'avez sûrement déjà vu plusieurs fois, c'est le modèle SAMR. Intégrer les nouvelles technologies dans l'éducation revêt plusieurs formes de changement. Il y a le changement de base, celui qui est la substitution. Vous allez remplacer un tableau vert par un tableau blanc. Point. Ni plus ni moins. C'est de la substitution. Vous allez transformer vos cours et vous allez les mettre en format digital sur une plateforme. Substitution. La pratique pédagogique reste la même. Vous avez de l'augmentation de technologie. Vous changez votre cursus, vous y ajoutez des vidéos, vous y ajoutez des quiz interactifs. Là, vous augmentez un processus. Plus on va monter, plus ça va être difficile pour vous. Les 2 parties supérieures, la modification et la transformation, la redéfinition de l'apprentissage, sous-entendent que nous devons nous remettre nous-mêmes en question sur la manière dont nous donnons cours et sur ce que nous évaluons. Il y a un grand adage qui dit que si la réponse est plus simple à donner que le temps que l'enseignant a pris pour créer la question, c'est que la question n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que là-dedans, vous avez toutes les réponses actuelles. Et même sur des choses très compliquées. Des équations du second degré. Wolfram. L'évolution de la population de la Tunisie sur ces 10 dernières années. Encore une fois, Wolfram. Quelle est la formule chimique d'un élément? Wikipédia. Donc on va se retrouver à devoir redéfinir notre rapport au savoir et de la manière où nous amenons le savoir et dont nous l'évaluons. Et donc les deux parties plus hautes de la pédagogie, c'est-à-dire la modification et la redéfinition, sont des choses qui vont amener à une réflexion beaucoup plus longue et beaucoup plus abrupte pour les enseignants. Alors, une des solutions qui existent, c'est de ne pas attendre. Là, je vous ai montré tout à l'heure le crayon. Parmi la pointe du crayon, il y a des gens qui sont très 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 motivés et qui se lancent à corps perdu dans moult expériences de Fab Lab, de Créalab, qui prennent des classes, qui changent un petit peu les choses. Et souvent, ce que j'entends en conférence quand on en parle, c'est on me dit, bah oui, mais moi j'ai un curriculum, j'ai des heures de cours, j'ai un endroit, et c'est comme ça, de toute façon, ma pédagogie, elle est liée à cet espace. Pour en sortir, il vous faut des moyens. Et on sait que, et ça c'est la vision institutionnelle, on doit vous fournir et des ressources, et du matériel, et de l'accompagnement, et du support technique et pédagogique, et de la formation. Mais quand vous n'en avez pas, que pouvez-vous faire? Attendre que tout arrive? J'en suis pas tout à fait sûr. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup déjà avec très peu. Avec ce que vous avez en classe, avec peu de moyens,
avec beaucoup de bonne volonté et un petit peu de temps. Et c'est pour ça que je vous parle de hacking. L'idée générale, c'est de transformer ce que vous faites déjà en y ajoutant une composante numérique simple. Alors, je vais montrer des exemples après, mais le hacking, ce n'est pas quelque chose de négatif. Le hacking, c'est un détournement des choses. Détourner les choses, ce n'est pas toujours des choses négatives. Vous pouvez détourner les choses pour qu'elles vous apportent un bénéfice. Il y a quelques règles au hacking. D'abord, ça doit être quelque chose qui doit être totalement pratique. Ce que vous faites, ça fait partie de l'isomorphisme. Hein. Quand on est enseignant, on sait que ce que vous faites, vous pouvez l'enseigner. Donc vous ne pouvez pas faire des choses que vous n'avez pas déjà par ailleurs testées vous-même. C'est fais ce que je dis, pas ce que je fais. D'accord ? Donc ça, c'est le cadre pratique. Ensuite, il y a une notion de progrès, d'avancée. Si c'est pour refaire la même chose que ce que vous faisiez avant, sans bénéfice, il n'y a que peu d'intérêt à détourner cette partie-là de votre cursus. Ensuite, il y a une notion de partage et d'ouverture. De partage, pourquoi ? Parce que ce travail que vous avez effectué, il ne faut pas être tout seul à le mener. Il faut à un moment donné vous dire, c'est très bien, j'y suis arrivé, je suis heureux, communiquons autour de ça. Trouvons des moyens de se mettre en action avec d'autres, d'échanger les choses. Et enfin, mais ça c'est un cadre du hacking que j'ai gardé parce que c'est quelque chose qui est très important et qui est finalement assez rare dans l'enseignement, c'est la liberté. Ce cadre d'accès libre à la ressource. Quand vous détournez quelque chose, quand vous faites quelque chose de particulier, essayez de le partager, mais de le partager dans un cadre qui permet à chacun de pouvoir le réutiliser. Nous sommes dans un univers de création de connaissances. Nous sommes des pédagogues. Nous devons amener nos étudiants à la citoyenneté numérique ou autre. Nous ne devons pas privatiser ce que nous avons fait. Alors, pour arriver à ça, on va pouvoir travailler sur les 3 piliers du numérique et de l'éducation. Il y a 3 axes particuliers sur lesquels le numérique fonctionne. Le premier, c'est le numérique en tant qu'auxiliaire de l'apprentissage. Et là, dans cela, on va y retrouver tous les outils techniques qui peuvent, peu ou prou, augmenter votre enseignement. Une idée de combien coûte un tableau blanc interactif ? 10 000, 1,5 million. Oula, c'est beaucoup, 1,5 million. 3 000 €, on peut parler ordinaire aussi. 1 000 €, bon. 120 €, 240 dinars, c'est ça ? Voilà. Oui. Quand vous le faites vous-même. Ah ben oui. Quand vous allez chercher les choses qui permettent de faire vous-même, d'adapter le matériel à votre usage. Vous êtes dans des écoles ou dans des établissements où il n'y a peut-être pas Internet, où il n'y a pas de Wi-Fi, et où vous devez échanger des ressources. Il existe des outils. Certains peut-être ont entendu parler de la Pirate Box, de la Pédagobox ou de la Bibliobox. Ce sont des petits boîtiers. C'est un petit ordinateur totalement autonome qui travaille avec un transformateur de smartphone dont vous pouvez y mettre un powerbank dessus et ça fonctionne tout seul. C'est un point d'accès Wi-Fi. Ça vous permet d'héberger toutes les données de votre cours, le poser au milieu de la salle avec les élèves, de sortir les smartphones et tous les élèves consomment les ressources que vous avez déposées là. Bien entendu, ce n'est pas connecté à Internet, mais les élèves peuvent prendre des données et mettre des données dessus. Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi, c'est Wi-Fi. C'est un petit ordinateur Wi-Fi, minuscule, totalement portable. Voilà, ce sont des choses qui vous permettent à très court, avec très peu d'argent, c'est une petite centaine d'euros, un maximum, tout compris, à l'achat, c'est 200 dinars. Vous avez aussi d'autres outils. Alors j'en ai montré là derrière. Des épiscopes numériques. Vous voyez, les épiscopes numériques, c'est la possibilité de montrer un document à tous les élèves. Hein, alors le salon de l'éducation en France, il y a toujours pléthore de choses, c'est 200-300 €. Hein, voilà. Je vois qu'il y a des gens qui filment avec des caméras HD à 50 €. Vous mettez une caméra HD à 50 € sur un pied de lampe Ikea. Vous allez dans une brocante, chercher un vieux pied de lampe, vous mettez une caméra USB et vous avez un épiscope à 35 €, 70 dinars. Ça, c'est du hacking de votre propre matériel pédagogique.
D'accord? Un autre segment, un des autres piliers, c'est l'éthique dans le cadre du support à la communauté éducative. Vous avez des plateformes numériques, vous avez des LMS, des Moodle, Claroline, d'autres plateformes comme ça, universitaires. Bien, elles sont lourdes, elles sont massives, elles permettent peu d'ouverture, elles sont obligatoires. Oui. Et finalement, elles comportent très peu de contenu et de ressources directement exploitables. Pourquoi ne pas aller vers d'autres ressources, vers d'autres choses qui existent, qui sont existantes? Vous avez des choses comme Code Academy, vous avez des endroits comme la Khan Academy, où des cours sont disponibles assez facilement. Vous avez Open Classroom. Alors on est plutôt dans les sciences informatiques, mais il y a la même chose dans les sciences de base. Il y a la chimie.net. Dans d'autres cours, vous allez avoir des choses comme des extracts de Wikipédia pour travailler l'écriture collaborative. Donc vous allez pouvoir trouver des plateformes où vous allez pouvoir agréger vos élèves, les organiser ailleurs que dans les grosses interfaces numériques que l'institutionnel vous propose. Bien entendu, je n'ai pas dit qu'il ne fallait plus y aller. Hein. Ne me prêtez pas un propos que je n'ai pas. Il faut continuer à y aller. Mais s'ils ne vous permettent pas de travailler tel que vous le souhaiteriez, vous avez la possibilité de vous ouvrir, d'aller chercher ce type de plateforme-là. Enfin, le troisième pilier, qui est un pilier qui est un petit peu en discussion en France et en Belgique, je pense qu'ici, à la ICT for All, je pense que c'est un des piliers qui est assez prégnant, ce sont l'éthique comme sujet d'étude, que ce soit l'apprentissage du code ou que ce soit la littératie numérique, c'est-à-dire la possibilité, toutes ces sciences, tous ces actes qui nous permettent d'approcher le numérique en tant que citoyen, en tant que personne responsable, en tant qu'acteur instruit. Voilà. Et ça, on va le retrouver dans des choses très simples. Apprendre le code, c'est très difficile. C'est très difficile pour les enfants en dessous de 8 ans. À partir de 8 ans, c'est aussi simple que de passer 1 heure sur des plateformes comme code.org. 1 heure sur code.org, vous avez les 3 éléments de base de la programmation, la variable, la boucle et la conditionnelle. Avec ces 3 choses-là, vous faites tous les programmes spaghetti du monde. Il y a des gens qui ont fait des jeux, qui ont commencé à faire des réseaux sociaux avec ces 3 fonctions-là de base. Code.org, 1 heure avec vos élèves, c'est gratuit, c'est facile, c'est très ouvert. Vous avez donc cette possibilité d'amener l'apprentissage du code dans l'école. La littératie numérique ne se limite pas qu'à l'apprentissage du code, mais aussi à la découverte de ce que peut être l'interface informatique. Alors certains qui m'ont vu l'année passée, et je sais qu'il y en a dans la salle, m'ont vu l'année passée jouer sur des pianos avec des bananes et des pommes. Et des pommes, voilà. Je l'ai ramené cette année, hein, mais il n'y avait pas la possibilité de le faire ici, donc voilà. Vous avez la possibilité de développer des petits outils électroniques très faciles, très simples, avec des choses, des petites activités pour enfants, avec des interfaces qui coûtent une vingtaine d'euros, qui sont des interfaces de travail. Vous travaillez en groupe avec les élèves. Bon, là, c'est un outil assez simple, hein, ça utilise la conductivité humaine. Donc vous mettez l'enfant avec en main un fil, avec l'autre main, il va pousser sur une banane qui est connectée à un autre fil et ça va provoquer un son. Amusant, oui, amusant, c'est tout ce qu'il y a derrière qui est intéressant. Apprendre la conductivité, apprendre à faire déclencher le son, et puis si ce n'était pas un son, si c'était autre chose, et si on s'en servait comme gamepad pour jouer à Mario, et si on s'en servait pour faire de la musique, et si on s'en servait pour faire une station météo, et si on s'en servait, là ce n'est plus que votre imagination et celle de vos élèves qui est la limite. Donc l'éthique, comme étude à part entière, ne se limite pas à l'apprentissage stricto embêtant. Rêvons un petit peu maintenant. Je vous ai parlé des 3 piliers du numérique en éducation. Je vous ai donné quelques solutions de détournement, de possibilités d'acter ça en place. Mettons-nous un petit peu dans une prospective et réfléchissons à ce qui pourrait nous arriver dans quelques années. Monsieur le ministre a parlé d'une révolution, d'une transformation. Enfin bon, en éducation, on a d'autres mots pour parler de ce qui est en train d'arriver dans l'économie,
Hein, ce n'est pas la troisième révolution industrielle. Pour nous, c'est un long processus de maturation qui change au fur et à mesure. La pédagogie ne change pas avec le numérique. Elle est toujours la même. Simplement, elle se nourrit au fur et à mesure des différents changements qui ont lieu et qui ont cours. On ne changera pas de pédagogie demain. On ne va pas inventer une nouvelle pédagogie demain. Ceci dit, grâce au numérique et grâce à la force et à la démocratisation de celui-ci, on peut penser à certaines choses et on peut penser que certaines choses vont nous arriver très rapidement. La possibilité pour chaque classe, des plus petites aux plus grandes, de prototyper des choses. Vous faites faire des dessins aux enfants. Et puis après, vous les avez fait faire les dessins sur les ordinateurs. Hein, c'est déjà arrivé qu'on vous fasse faire des petits cours d'apprentissage en primaire, même en secondaire. Alors je ne sais pas quels sont les niveaux, entre 6 et 18 ans. On fait d'abord du dessin simple, et puis après on apprend du dessin technique ou du dessin artistique en études. On fait beaucoup plus, de plus en plus, d'actes numériques autour de ça. Ben là, vous avez des outils de prototypage tout à fait domestiques, qui sont des outils qui sont très démocratiques à l'achat pour les écoles. Une imprimante 3D actuellement, c'est 250 €. Alors bien entendu, avec ça, vous n'allez pas faire des choses très importantes, mais vous allez pouvoir mettre en place des processus de réflexion sur qu'est-ce que la 3 dimensions, comment est-ce qu'on construit un outil, qu'est-ce qui est constitutif, les formes, les volumes, les tailles, les matières, les couleurs, tout ça est disponible. Et un des grands autres intérêts de ces quelques années, c'est l'Internet des objets. Alors, je n'ai pas pu mettre un beau slide avec un objet, parce qu'en fait, c'est tellement multiple que c'est indescriptible. Imaginez que pour le moment, vous êtes tous avec des smartphones en train de faire des photos. Ce smartphone, il est dans la poche. Nous avons bien des montres connectées. Google a labellisé, a fait un brevet sur des lunettes, mais aussi des lentilles ou des corrections. Enfin, ce n'est pas de la correction, mais c'est des petites zones autour des yeux pour travailler. Donc nous allons nous approprier de plus en plus les objets. Par ailleurs, vous êtes fâché quand un de vos colis de chez UPS ou TNT ou autre n'est pas traqué à la minute près, à la seconde près, que vous ne savez pas quelle est la personne qui actuellement a votre colis en main. Donc l'Internet des objets va là aussi. On parle toujours de ce qui est super étonnant, c'est les voitures, mais c'est surtout tout ce qui est domestique qui va nous arriver. Tous les actes que nous avons au jour le jour, de la machine à café jusqu'au réveil, à mettre pour le lendemain, qui va changer. Ouais. Donc voilà, une petite dernière citation pour la route, parce que vous m'avez dit, alors je ne l'aurais pas mis, je me serais arrêté ici si je ne savais pas que vous n'étiez pas aussi des enseignants, mais il est important de savoir que tous ces changements que nous revendiquons auprès de nos élèves, il faut aussi que nous nous les approprions. Et que apprendre à apprendre toute la vie, c'est surtout aussi apprendre à enseigner et à changer sa manière d'enseigner tout au long de la vie. Voilà. Je vous remercie.